Nicolas Sarkozy est donc candidat à la présidence de la République. Il l'a annoncé hier après-midi. Il le détaille dans un livre qui sort demain, Tout pour la France. Le sujet est à la une évidemment de beaucoup de journaux ce matin, avec un mot qui revient à la une de plusieurs journaux, dans plusieurs éditoriaux, qui est d'ailleurs à la une du Figaro. C'est le mot identité, parce que c'est autour de ce mot identité qu'il est en train d'articuler son retour, qu'il structure son message. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire, ce que signifie ce mot identité quand l'ancien président le place en tête des défis qu'il promet de relever? Moi j'ai lu... François Dufour. Pardon, je suis nouveau dans l'émission, je sais pas si je fais... Allez-y, prenez la parole. Oui. Même si vous ne mangez pas bio, vous pouvez prendre la parole. D'abord, j'ai lu le bouquin. J'ai lu le bouquin. Bravo. Et alors, José de Massoscaron aussi. En une phrase, il dit il faut être heureux d'être français. Donc, si vous n'êtes pas heureux d'être français, il faut avoir l'identité heureuse. Mais l'identité heureuse, c'est la formule de quelqu'un d'autre, ça. C'est la formule... Non, mais c'est ce qu'il veut dire. Après, il met en numéro 1 la lutte contre l'immigration. C'est des grands thèmes. Mais quand il dit il faut être heureux, franchement, quand il dit il faut être heureux d'être français, vous pouvez pas... Enfin, il me semble que c'est pas l'identité heureuse. Non, mais si vous voulez, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne. Ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne que Nicolas Sarkozy place au cœur de sa campagne la préoccupation numéro 1 des Français. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Qu'est-ce que ça extrêmement clair. Ça la pose aujourd'hui, au premier chef, la question de notre relation avec l'islam. Avec quelle règle c'est pas la préoccupation numéro 1 des Français, c'est l'une des préoccupations. C'est une préoccupation qui, avec le terrorisme, est beaucoup montée et qui, surtout, le terrorisme, derrière le terrorisme, nous avons découvert, nous, mais pas que nous, si vous voulez, y compris tous ces gens qui agitent aujourd'hui des tas de solutions. Je crois qu'il y a un effet de sincère panique, de gens qui, depuis des années, on se fait traiter de salauds, d'islamophobes, quand on dit c'est grave, ce qui se passe est grave. Il y a une France sécessionniste qui n'est pas tout l'islam, mais qui vient du sein de l'islam français. Et je crois que c'est ça qui, massivement, repose la question identitaire. C'est donc lié aussi à l'immigration de masse. Et quand on a un sondage, si vous voulez, qui nous indique que 11% des Français croient que l'immigration est aujourd'hui une chance pour la France, les derniers croyants de, si vous voulez, de cette immigration à tout crin, de l'ouverture à tout crin, se trouvent à France Inter et probablement dans quelques endroits choisis. Ils vont encore être furieux que vous dénonciez France Inter. Je me fiche qu'ils soient furieux. Je suis furieuse de payer une radio, si vous voulez, qui dit autant de sottises. Et je ne vais pas me gêner pour le dire, j'en ai assez. Je veux dire, non mais, si vous voulez, il faut changer de radio, hein. Non mais celle-là je la paye, que j'en change ou pas. Je suis désolée, mais bon, passons, c'est pas le sujet. Non, le pluralisme du service public, on en parlera. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas quelle réponse. Je ne veux pas me parler aujourd'hui des réponses là maintenant que donnent les uns et les autres. De pas poser cette question. Aujourd'hui, si vous voulez, quand je vois Hollande qui essaye de réenchanter le rêve européen, ça c'était un titre du Monde d'aujourd'hui qui m'a bien fait rigoler. Si vous voulez, et je pense que Alain Juppé ne tiendra pas sur la ligne identité heureuse parce que l'identité française aujourd'hui est tourmentée. Elle découvre des choses, si vous voulez, qu'elle ne sait pas nommer. Et je pense que cette question est fondamentale. Oui. Moi, je veux dire que sur la question de l'identité, bien sûr, évidemment, on peut pas nier l'identité. Elle est aujourd'hui, les personnes le sentent qu'elle est menacée par le totalitarisme islamique. Ça, c'est la première chose. C'est une évidence. Tout le monde, les sondages le montrent. C'est des préoccupations. Alors, ce qui touche à la fois des questions extrêmement diverses, mais d'abord, en premier, la question de la sécurité. Et cette question est bien sûr, vous avez une interrogation sur votre identité à partir du moment où vous vous sentez dans une insécurité et que vous n'avez pas les réponses et que vous estimez que vous n'avez pas les réponses. Cette insécurité, elle est quand même aussi, et même si c'est moindre, évidemment, bien sûr, sur un plan économique. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous les médias, je dis bien tous les médias, commencent en disant, ça y est, il part avec cette notion d'identité et c'est sa pierre philosophale, c'est à lui. Mais c'est avec un panurgisme médiatique absolument étonnant. Moi, je relève quand même que pratiquement tous les candidats parlent d'identité. Oui, tous les candidats parlent d'identité. Et ils donnent. Mais oui, tout simplement parce qu'il n'y a pas moyen de ne pas en parler. Et chacun donne une réponse contestable, une réponse qui est souvent contestée, mais chacun donne une réponse. Et moi, ce que je trouve réellement dément, c'est-à-dire que franchement, cette campagne commence très mal. Que tous les médias entonnent en disant Nicolas Sarkozy, c'est le défenseur et le héros de l'identité. Et allons-y, franchement, c'est parti. Si on veut développer un tapis rouge devant lui, on peut pas faire mieux. C'est marrant, car tous les candidats, car je le redis, tous les candidats le font.
Alain Juppé le fait à sa manière. Mais attendez, Jean-Luc Mélenchon le fait, François Fillon le fait, et à mon avis, d'une manière un peu plus sérieuse que Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé le fait, Bruno Le Maire le fait, enfin j'ai pas cité tout le monde. Donc très franchement, tous le font. Mais comme par hasard, la seule chose qu'on retient, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il donne une définition d'identité? La réponse est non. Pourquoi il n'en donne pas? Parce qu'il est bien incapable de le donner. Parce que pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy n'a pas défendu l'identité, il a défendu l'identitarisme, et c'est exactement l'inverse de l'identité. C'est quoi la différence entre identitarisme et identité? L'identitarisme, c'est quand vous voulez absolument donner une identité mythique qui n'existe pas, quand vous voulez la retrancher, c'est d'ailleurs le Besson ou compagnie, et que vous retranchez du monde. J'ai très simple, en un mot. Je comprends que ça ne fasse pas plaisir à Elisabeth Lévy. C'est réel, mais ça ne fait pas plaisir à Elisabeth Lévy parce que ça met à bas son système idéologique. Je le comprends. Donc de même qu'il n'y a pas pire adversaire que le communautarisme, la communauté, il n'y a pas pire adversaire de l'identitarisme que l'identité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, la réponse, Elisabeth Lévy. Je pense tout simplement qu'on ne demande pas, pour l'instant, il n'est pas question de demander une définition de l'identité qui viendrait d'en haut. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit... J'essaie juste de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot. Moi, je vous l'ai dit, techniquement, concrètement, si vous voulez, elle se pose évidemment par la question de l'islam. Et moi, je voudrais ajouter juste une chose. Moi, ça me fait marrer que d'ailleurs Marianne et toutes sortes d'autres journaux, comme Libération et d'autres, font la campagne de Nicolas Sarkozy. Ils vont commencer, comme d'habitude, c'est le grand méchant loup, et si c'était lui, et finalement ça pourrait être lui, mais c'est reparti comme en 2000, c'est génial. Bien sûr que ça peut, attendez, bien sûr que c'est lui, mais moi ce qui me, attendez, juste une chose, moi ce qui me frappe, c'est que ce livre, c'est organisé, si on le lit, si on prend la peine juste de lire, c'est organisé en séquence sur les défis. Plus de la moitié du livre, c'est des questions économiques et des questions fiscales. Plus de la moitié. Et quand je le lis, je vais être très franc, j'ai l'impression, je l'ai dit, j'ai l'impression de lire un livre, plutôt bien fait d'ailleurs, écrit par un ministre de Georges Pompidou, même d'un conseiller de Georges Pompidou, et pour tout dire, franchement, j'ai l'impression de lire d'Édouard Balladur, exactement. François Dufour. Bah écoutez, moi j'ai lu le chapitre, en fait il parle pas du tout de terrorisme, c'est juste le titre du chapitre où il parle de l'immigration, donc il dit qu'il faut arrêter le regroupement familial, qu'il faut qu'à 18 ans les enfants nés de parents étrangers choisissent s'ils veulent être français ou pas. Il dit qu'il faut absolument enseigner la culture française à l'école, et il y a un bon petit paquet là-dessus. C'est pas mal ça. Et ensuite il dit qu'il faut baisser la TVA sur tout ce qui est la culture française, le cinéma, les disques, etc. Parce qu'il faut booster la culture française. Donc c'est pas plus que ça, hein, faut pas non plus... Non mais il a d'autres propositions, même si c'est pas dans son bouquin, on l'entend. L'identité pour lui, c'est ça. Il propose l'interdiction. On parle du livre. Non, mais il propose par ailleurs l'interdiction. Il a demandé à juger sur le livre. À l'université. En fait, l'identité, c'est pas un thème nouveau de 2017 ou 2016-2017 pour Nicolas Sarkozy. C'était déjà dans sa campagne de 2007. Vous vous souvenez de sa proposition sur le ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Ça a été un ministère. Il y a eu ensuite un grand débat. On a vu le résultat avec le CFCM. Top. Franchement top, comme défense de l'identité, c'est vraiment très bien. Alors il défend le CFCM dans son bouquin. Il y a eu après un grand débat national sur l'identité nationale. C'était à nouveau un thème de 2012. Pourquoi est-ce qu'il réutilise ce thème comme un cœur, est-ce qu'il vous a échappé ce qui se passe dans ce pays? C'est-à-dire, est-ce que franchement, tout le monde le fait, est-ce que vous pensez que vous pouvez aujourd'hui vous présenter aux électeurs? Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé cet été? Il pourrait faire campagne sur l'économie, le social. François Hollande a échoué sur l'économie, a échoué sur la finance. Il le fait aussi. Les médias ont repris le thème de l'identité. Il pense, et pas à tort à mon avis, par ailleurs, que sur cette question, d'abord, il y a une inquiétude, une insécurité qui est aussi culturelle et qui, à mon avis, pour beaucoup de gens, est d'abord culturelle. Donc, quand on discute avec plein de gens dans les bistrots, dans les petits patelins, quand vous discutez avec des gens, si vous voulez, c'est ça leur premier. Et je ne vous dis pas qu'ils vous parlent qui vous font des élégances et des grandes. Mais le premier truc dont ils vous parlent, c'est ça. C'est que va devenir notre pays. Il y a, si vous voulez, de la part de l'islam, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, radical, salafiste, etc., une vraie volonté de nous tester et d'occupation de l'espace public, d'obtenir des droits dérogatoires. Je veux dire, dans le climat actuel, ça inquiète énormément de gens. Et dans ce domaine, Joseph connaît Nice aussi. Il a bien vu que l'ambiance à Nice, il y a une espèce de colère. Mais si vous n'entendez pas ça, c'est pas la peine de vous présenter aux élections. Donc tout le monde, vous voyez bien, même NKM, vous voulez. On va en parler dans un Le problème, c'est que dans ce domaine, je veux dire, il a un inventaire effroyable, mais effroyable.
qu'il s'agisse de ses relations avec le Qatar ou autre, qu'il s'agisse du CFCM, qu'il s'agisse de son idée fondamentale selon laquelle le religieux, qu'il soit musulman ou pas, c'est très bien parce que ça va permettre d'avoir la paix dans les quartiers, je veux dire, qui est vraiment le fil rouge, qui est le fil rouge de tout son quinquennat jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Franchement, son bilan est absolument effroyable. Non, mais, par exemple, quelle crédibilité il peut avoir? Voilà, aucune. La réponse est aucune. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée du fil rouge parce que, mais non, mais je veux dire, ça n'a pas été le fil rouge de son quinquennat, mais on peut tout de même rappeler que le type de Nice, dont j'arrive pas à me rappeler le nom, le tueur de Nice, le tueur de Nice a fait partie des régularisés Sarkozy, et que s'il est resté en France à la sortie de prison, c'est parce que Sarkozy a trouvé très malin en début de quinquennat, si vous voulez, d'abolir ce qu'on appelle bêtement la double peine. C'était avant son élection. Ah oui, c'est quand il était à l'intérieur. Mais cela dit, c'est surtout autre chose. C'est qu'il a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais arrêter l'immigration, je vais faire ceci, je vais faire cela. Or, tout son quinquennat, il n'a rien fait. Justement, cette question, ce décalage entre ce qui avait été dit en 2007 et la réalité de ce qu'il a fait au pouvoir, c'est une des raisons du doute d'une partie de l'électorat de droite. Et je voudrais juste vous citer un sondage qui est sorti il y a à peu près 1h30 maintenant, un sondage de l'Institut ELAB, qui a été réalisé après la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy. Donc pour faire simple, je vous résume, une majorité des proches de la droite et du centre, 54% des électeurs de droite, ne souhaitent pas que Nicolas Sarkozy soit élu à l'élection présidentielle. Pour préciser, les proches des Républicains, eux, sont majoritairement favorables, ou plutôt en avis favorable sur Nicolas Sarkozy. Vous êtes surpris de voir qu'il a encore beaucoup de chemin à rattraper parmi les électeurs de droite et du centre qu'il avait séduit en 2007, qu'il avait rassemblé en 2007, François Dufault? Moi j'ai l'impression qu'à la présidentielle, on vote autant pour un programme que pour une personnalité. Et que la personnalité de Nicolas Sarkozy, elle est un petit peu carbonisée. Elle l'était quand il a perdu contre François Hollande, et il s'est pas décarbonisé par miracle. Ce qu'il y a, c'est que la présidentielle risque de se jouer à la primaire, en fait. Donc, si vous voulez, les jeux sont un peu pipés parce que, en réalité, bon, peut-être Hollande peut renaître de ses cendres, ou un miracle à gauche se produire, mais enfin, beaucoup de gens pensent que ça va se jouer là à la primaire. Allez-y, François Dufault. Allez-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que dans un monde normal, c'est bien d'avoir de l'expérience. Donc ce serait bien, au fond, de dire, bah tiens, François Hollande, t'as eu que 5 ans, allez, on s'en redonne 5. Tiens, Sarkozy, ah bah t'as dû tirer l'expérience, ça a dû être dur la défaite. Mais personne ne sent qu'on va élire des gens d'expérience. Et donc moi je comprends que pas mal de candidats se déclarent pour un septennat non renouvelable. Allez, t'as tes chances pendant 7 ans, on te donne du temps, et puis vas-y, tu réussis ou tu réussis pas. Sur la question sur Nicolas Sarkozy, on peut pas évoquer ça sans évoquer évidemment de l'autre côté, c'est-à-dire sans évoquer François Hollande. La structure de popularité de François Hollande aujourd'hui est beaucoup plus abîmée que ne l'est celle de Nicolas Sarkozy. Enfin, faut pas mentir. Et que la meilleure chance, d'une manière assez confondante, de nombreux éditorialistes se sont dit en permanence que la meilleure chose qui puisse arriver à François Hollande, c'est de se trouver face à Nicolas Sarkozy. Je pense que la meilleure chance de Nicolas Sarkozy, c'est franchement se retrouver face à François Hollande. Ou alors, faut vraiment être aveugle pour pas s'apercevoir de cette évidence. Et il a quelque chose, Nicolas Sarkozy, c'est que c'est une bête politique. Personne ne peut lui contester. C'est-à-dire que c'est vrai que cette séquence, qui est une séquence estivale, lui a été extrêmement favorable quand vous aviez l'impression que Alain Juppé et les gens autour de lui vidaient les étriers. Notamment après Nice, il a fait une intervention à TF1 qui était du Nicolas Sarkozy. C'est pas un jugement, c'est pas un jugement de valeur que je dis, mais objectivement, on peut être objectif là-dessus. C'était un sans faute. Il a fait un sans faute. De même qu'avec ce livre, il fait également aussi un sans faute. Donc, il est en situation, il peut déplaire à une partie, mais ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, cette primaire, pour le moment, en tout cas, sauf si Juppé dévissait très très vite, très rapidement, parce que là, il est en train de dévisser, 13 points de moins, etc. Si Juppé dévissait très vite, qu'est-ce qui se passerait? Pour aller vite, en 2 secondes. Les personnes qui font de l'antisarkozisme à droite, et ils sont quand même très très nombreux, comme le dit le sondage, au lieu de se porter vers Alain Juppé, se porteraient soit vers Bruno Le Maire, soit vers François Fillon. C'est là où ça deviendrait dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce livre, Nicolas Sarkozy
attaque qu'une seule personne, Alain Juppé, parce que son intérêt, c'est que Alain Juppé reste jusqu'au bout. Cette émulsion médiatique qu'Alain Juppé, comme Emmanuel Macron, son intérêt, c'est qu'il reste jusqu'au bout face à lui. François Dufour. Non, j'étais étonné de ce que disait Joseph sur Hollande-Sarko, Sarko-Hollande, parce que je pense pas que ce soit le deuxième tour prévu. Non, là, on parle du premier. Non, on parle du premier. Oui. On parle du premier. Ça, c'est ce que les entourages pensent. Ce que vous voulez dire, c'est que tout le monde vous dit Sarko est mort. Ce que disait Joseph, c'est que si Sarko est mort, alors Hollande n'est pas. Juste avant, Marine Le Pen va quand même prendre des voix à droite aussi, donc ça va pas être si facile de faire un bon score pour celui qui sort en tête des primaires à droite. Juste avant de passer la parole à Isabelle Lévy, je voudrais préciser un autre sondage, c'est un sondage Ipsos qui lui avait été réalisé avant la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy, là sur les opinions favorables des personnalités, et Nicolas Sarkozy après cet été perd 13 points en un mois dans ce sondage auprès des proches des Républicains. 13 points en un mois auprès des proches des Républicains. C'est une dégringolade pour Nicolas Sarkozy qui est assez surprenante, effectivement, après cette séquence. D'autant que Alain Juppé, qui a eu des déclarations assez contestées au mois de juillet, lui prend 3 points, une nouvelle fois, auprès des proches vous accordez vraiment beaucoup d'importance à des sondages sur un scrutin qu'on connaît pas, sur lequel on parle de popularité. Non, mais sur lequel on n'a pas vraiment de recul. Oui, mais d'accord, mais à un moment, il y a un scrutin. Donc, si vous voulez, on est dans un flou artistique, et je vous dis que les médias vont jouer au stop and go avec Sarko. Un jour, ils vont sortir l'épouvantail en disant « Oh, le méchant Sarkozy va venir vous manger les pieds la nuit ». Et puis le lendemain, ils vont dire « Mais non, rassurez-vous, le gentil Juppé est monté ». À mon avis... la façon dont ça va se jouer, est-ce que Nicolas Sarkozy, qui, comme l'a rappelé Joseph, est une bête politique, va être capable pendant cette campagne de convaincre les gens, et notamment une partie des électeurs du Front National, mais aussi de l'électorat âgé, ce qu'il n'a pas fait la dernière fois, et notamment sur les questions dites identitaires, questions migratoires, qui inquiètent les gens au premier chef, parce qu'ils veulent au moins qu'on ferme à peu près les vannes. Est-ce qu'il va être capable de les convaincre que cette fois-ci il va le faire? Eh bien moi je pense qu'il peut le faire éventuellement à une condition, c'est qu'il dise, qu'il fasse pas comme s'il avait toujours pensé ce qu'il pense et qu'il n'avait jamais changé d'avis, et qu'il revienne effectivement. Le CFCM, il a raison, mais c'était Chevènement déjà au départ. Ça s'appelait pas le CFCM à l'époque. Et l'embryon était fait par Chevènement. Si vous voulez, tout ça a été, mais dans son livre, il était complètement différentialiste à l'époque. Sarkozy, il trouvait que c'était donc il a, à mon avis, sincèrement évolué sur cette question. Mais juste pour quand même répondre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il a aucune conviction, donc de non, mais peut-être on s'en fout, mais la question est de savoir s'il va convaincre les gens de ça. Ouais. Je voulais juste répondre maintenant, avec un mot, à votre première question, disant, mais pourquoi il va sur l'identité? Manuel Valls, dans son interview de l'Express, que dit-il? Il dit une chose, il fait du Zemmour, pour être, et je dis ça en marrant, parce que vu le mal que Valls avait dit de Zemmour, je suis contente de défendre mon camarade. Il demande l'assimilation de l'islam. L'assimilation, c'était un gros mot jusque-là. Et alors à gauche, c'était pas un gros mot, c'était vraiment, ça vous valait. Donc, on est quand même en train sur ces questions de vivre une véritable révolution des mentalités, une révolution évidemment qui se passe chez beaucoup de Français musulmans aussi. Ça ne se fera pas sans eux. En tout cas, on parlera justement de Manuel Valls dans un instant, qui va recevoir Nathalie Kosciusko-Morizet pour évoquer une proposition de loi sur le salafisme qu'elle a déposée. Pourquoi est-ce que cette question, évidemment, est au cœur des débats? On en parle dans un instant. Dans RTL Matin, avec Jérôme Chapuis, évoquer la proposition de loi contre le salafisme qu'elle a déposée à l'Assemblée nationale. Pour résumer, la candidate à la primaire des Républicains souhaite, je cite, pénaliser la prédication subversive et mettre hors la loi le salafisme. Ça concerne notamment les prêches, l'enseignement, la propagande, etc. On va en parler dans un instant avec Elisabeth Lévy et Joseph Massescaron. Mais d'abord, François Dufour, quand Nathalie Kosciusko-Morizet dépose cette proposition de loi, on sait ce soir qu'elle va être reçue par Manuel Valls. Comment vous interprétez ces signes d'ouverture politique de la gauche vers la droite? On discute de ces sujets-là. C'est assez nouveau, finalement. Oui, mais enfin, rien que de plus normal. Elle a écrit une lettre à Manuel Valls pour lui dire qu'elle allait déposer la proposition de loi. Manuel Valls ne reçoit pas tous les députés de l'opposition qui déposent des propositions de loi. Non, mais ça c'est de la politique. Non, mais moi, ce qui m'intéresse... Manuel Valls reçoit quelqu'un de gauche, pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Mais non, mais écoutez... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand NKM dit « Moi, je n'ai pas réussi à fermer ma mosquée salafiste à Longjumeau. Je suis maire ou député, je me souviens plus de député de Longjumeau. Qui était à Paris. Donc ça,
ça c'est pas possible. Je dois avoir les moyens de fermer une mosquée salafiste. Donc moi je dis, regardons la loi. Si la loi ne permet pas de la fermer, aujourd'hui on ferme des mosquées salafistes. Oui, donc là il y a un point à vérifier. Est-ce qu'elle dit vrai ou est-ce qu'elle dit faux? S'il y a besoin d'un arsenal législatif plus costaud, why not? Si vous voulez. Il y a une espèce de concours de beauté. Alors il y en a un qui veut interdire le voile à l'université, donc l'autre qui arrive en disant moi je veux l'interdire partout. Et puis je décrypte Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé. Oui, mais c'est donc Manuel Valls qui demande, qui encourage les arrêtés anti-Burkini. Donc et si vous voulez, la formulation est un peu bécassine, si vous voulez, parce qu'on n'interdit pas une idéologie. On peut interdire des comportements, on peut interdire des propos. Mais à quoi ça sert, peut interdire. Ça sert, à mon avis. Alors moi, Joseph, je sens une interprétation plus vacharde qui arrive, donc je vais faire la gentille. Je vais faire la gentille. Je pense réellement que chez un certain nombre de responsables politiques qui se sont fait avoir par la propagande frénétique de ces dernières années pour nous cacher les problèmes et pour nous dire soit c'est des minorités, soit c'est les salauds d'islamophobes, c'est Zemmour, Lévy et compagnie, tous ces méchants, je pense qu'ils découvrent réellement aujourd'hui, pour une part, l'étendue du problème. En parlant, je me dis que NKM est merde. Valls et NKM disent la même chose. Ils disent tous les salafistes ne sont pas des djihadistes, mais tous les djihadistes sont passés par le salafisme. Donc il faut prendre le problème en amont et pouvoir fermer les mosquées. Non, mais ce que je veux dire, fermer les mosquées, je suis d'accord. Fermer des mosquées, empêcher des gens de tenir. Ce que je veux dire, c'est que la formulation interdire le salafisme, c'est peut-être très bien pour la télé. Enfin, je veux dire pour aller faire la belle, mais ça veut rien dire. Vous ne pouvez pas plus interdire les gens de penser ceci ou cela. Vous pouvez les empêcher, vous pouvez interdire des comportements. Vous pouvez dire à l'hôpital, je ne tolérerai plus un voile. Si vous, je veux dire, on peut discuter de tas de trucs. C'est d'autant plus absurde. C'est d'autant plus absurde. Non, mais c'est d'autant plus absurde que tous les djihadistes ne sont pas salafistes. Il y a des djihadistes qui sont wahhabites. Être wahhabite, c'est pas être salafiste. Être frère musulman, c'est encore, si on est vraiment précis, autre chose. Donc, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, en effet, ce sont des comportements qu'il faut interdire. Et en noyant ça dans un ensemble salafiste, je lui souhaite vraiment bien du plaisir auprès lorsque ce sera contesté pour dire, voilà, tel imam est salafiste ou pas. C'est-à-dire, alors que cet imam n'est pas plus salafiste qu'autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend un langage, il reprend des éléments de langage qui sont des éléments de langage totalitaires. Et c'est tout. Donc, c'est absurde. C'est vraiment, à mon avis, il y a déjà dans la loi, sauf si on décide maintenant qu'on veut interdire d'autres choses vestimentaires ou les. Je veux dire, il y a déjà dans la loi, enfin certaines mosquées salafistes sont déjà fermées aujourd'hui. Il y a déjà dans la loi, je pense. Mais elles sont pas interdites parce qu'elles sont. Elles sont pas interdites parce qu'elles sont salafistes. Elles sont interdites pour des raisons pour des prêches et pour des comportements. Il y a des propos qu'on n'a pas le droit de tenir en public, etc., etc. De même qu'on n'a pas le droit de mettre une burqa, par exemple. Donc. Comment? Non mais là, oui. Donc, je crois pas moi qu'il faille une loi. Maintenant, j'ai l'impression que tous ces braves gens découvrent que les Français sont très inquiets à cause de ça et qu'il y a une espèce de surenchère désordonnée. Dans le contexte politique présidentiel, vous voulez dire? Et que Nathalie Koskomorize veut aussi se placer sur ces questions-là dans un contexte de primaire. Soyons clairs, si vous êtes un élu, vous pouvez pas vous être désintéressé de ce qui intéresse les gens. Mais dans le contexte, on peut pas non plus, on va pas les engueuler parce qu'ils sont à l'écoute un peu de. Dans le contexte, pardonnez-moi, dans le contexte de primaire, pour répondre directement à ce que vous dites, mis à part évidemment, je sais pas si elle était aidée par Alain Juppé, mais je ne pense pas qu'Alain Juppé soit en possibilité de l'aider, vu la difficulté dont on ne parle pas pour Alain Juppé de réunir les parrainages. Elle est évidemment, elle est incapable, pardon, Nathalie Koskomorize, ça n'a rien à voir avec elle, mais elle n'a pas les réseaux, elle ne sera pas sur la ligne de départ. Enfin, elle n'a pas la capacité, sauf si un des, je sais pas, on peut imaginer que Nicolas Sarkozy, la Clémence d'Auguste, lui fasse ce cadeau, mais autrement, elle n'a pas. Quel rapport avec Valls? Cet élément-là n'est même pas un élément. Non, ce qu'il y a, c'est que franchement, elle découvre et bon, je comprends ce paternalisme un peu taquin d'Elisabeth Lévy avec elle, parce que c'est vrai qu'elle découvre. Interdire le salafisme, ça n'a pas de sens. Et très franchement, je veux dire, Nathalie Koskomorize devrait passer à autre chose. Je veux dire, je sais pas, la mature du 19e. Moi, j'avais, de toute façon, depuis le début. J'ai cru que t'allais parler de chiffres. Depuis la non, pas du tout. Je l'arrête tout de suite. Je la verrais. Ce serait une très bonne conservatrice du musée Gustave Moreau à Paris. C'est une remarque sexiste, ça? Non, mais Joseph, moi, j'ai pas bien pigé interdire le salafisme, ça n'a pas de sens. Quelle est la différence entre interdire un imam,
salafiste et intervient le salafisme. Parce que si vous prenez, vous si vous mettez dans la loi que vous interdisez le salafisme, juste une question, vous appelez Monsieur Massesca. Non, juridiquement, elle a un peu. Juridiquement, le mot salafiste ne peut pas être défini. Je veux dire, c'est pas dans l'ordre. Ce sont en effet, comme on l'a dit tous les trois, ce sont des comportements, ce sont des prêches, ce sont des homélies. Mais le salafisme lui-même, je souhaite bien du plaisir pour définir, en effet, lorsque un maire. Alors comment tu définis un imam que tu veux sortir des appels à la haine, des propos contraires aux valeurs républicaines. Donc ça, on a déjà une loi pour ça. Oui, c'est ce que je disais que votre question me paraissait judicieuse, c'est qu'à mon avis, dans la loi, il y a tout ce qu'il faut. Donc la question de Monsieur Corbet n'était pas bonne, en fait. Non, mais il y a néanmoins besoin aujourd'hui, en dehors des lois, et c'est ce qu'a compris Valls sur le Burkini. Pourquoi Valls défend les arrêtés anti-Burkini qui seront sans doute, dont on peut supposer que beaucoup seront cassés par le Conseil d'État. Ah oui, parce qu'il il y a un besoin chez les Français de sentir que leurs gouvernants s'emparent de ces questions et qu'ils sont conscients du problème. Alors évidemment, du coup, c'est un peu foutoir parce que c'est un peu le concours Lépine de la mesure anti-salafiste. Donc. Merci à tous les trois d'être venus dans On refait le monde.